Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série d'interviews, ce nouvel opus pour aller un peu à la rencontre finalement de l'invisible. Aujourd'hui, avec la présence de Jacques Pécat qui me fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour, merci de cette Bonjour, présence. bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avoue avoir un peu l'habitude de commencer cette interview en laissant tout simplement l'invité se présenter brièvement avec ses mots, si tu es d'accord pour te prêter à l'exercice. Eh bien oui, alors brièvement, Jacques Pécat, je suis le cofondateur de l'association Cercle Spirit Allan Kardec, Oui, ce qui s'était fait en 1977, donc il y a très longtemps, à la suite d'expériences spirites, paranormales, qui nous paraissaient tout à fait incongrues en 1974 oui, avec Michel Pantin, qui était mon collègue de travail. Nous étions surveillants dans une école de région parisienne. Et puis, la curiosité nous a amené à faire quelques petites expériences avec un alphabet. Et puis, des phénomènes tout à fait inattendus sont arrivés, des phénomènes qu'on appelle phénomènes spirites oui. aujourd'hui, des des phénomènes physiques plus exactement, hein, qui ont attiré notre attention et qui ont fait que de fil en aiguille, eh bien, on s'est intéressé au sujet et on a fini par créer une association qui il y a plus de 45 ans maintenant et qui continue à vivre, qui s'est agrandi évidemment, et puis qui diffuse la pensée spirite par différents moyens, conférences, revues. Et je suis aussi notamment le fondateur de la revue Le Journal Spirit Oui. et le directeur de rédaction. Alors c'est vrai que, pour revenir un peu, à cette époque, finalement avec Michel, est-ce que vous aviez déjà, lu sur le sujet? Qu'est-ce qui vous a amené tout simplement à expérimenter un peu à ce niveau-là? Bien, à cette époque-là, nous n'avions pas une curiosité particulièrement en ce domaine. Michel euh, était plutôt occupé, préoccupé par des problèmes de société. Il avait abandonné la religion de son enfance. En ce qui me concerne, moi, j'étais plutôt attiré par des recherches dans le domaine des religions. Et Oui, puis, bon, il y avait quand même une quête d'absolu. Je cherchais quelque chose sans réellement savoir quoi. Et puis, c'est en fait, on a on a été informé que des jeunes s'amusaient à faire des expériences à l'aide d'un alphabet, une petite boîte d'allumettes, et d'accord. on pose son doigt sur la boîte d'allumettes, on attend qu'elle bouge, elle se dirige vers des lettres. Et bon, c'est l'expérience que nous avons tentée par simple curiosité, sans, Oui. sans, sans vraiment savoir que cela allait fonctionner et nous amener dans des directions tout à fait inattendues. Et il s'est avéré que quand on a fait cette expérience, eh bien, le doigt de Michel s'est mis à trembler sur la boîte d'allumettes et puis on D'accord. s'est dirigé vers des lettres. J'ai récupéré de mémoire les lettres qui passaient et ça a donné une phrase tout à fait logique avec même une signature. Voilà. Ça a commencé comme ça. Alors pour se remettre un peu dans le contexte, par rapport justement aux expérimentations et aux écrits d'Alan Kardec, qui dataient quand même, enfin Oui. qui datent quand même vraiment, il y a eu beaucoup de temps, qui est passé. Un petit côté aussi, il faut l'avouer par rapport à l'engouement du vivant d'Alan Kardec, une petite baisse d'intérêt du grand public Oui. à ce niveau-là. Et donc, au final, c'était ce genre de pratique était quand même finalement pas forcément si répandu que ça à l'époque.
elles ne le sont pas encore énormément, mais en tout cas, à l'époque, pour le coup, c'était vraiment très minoritaire. Est-ce que ça s'est mis en place assez vite finalement, ce dialogue avec l'invisible, ou est-ce que ça a été relativement long en termes de tâtonnement pour trouver vos marques et puis arriver à quelque chose Euh, de, Le, de, de le- construit? le dialogue s'est mis en place assez vite dans la mesure où finalement la médiumnité de Michel était très forte. Il avait un potentiel médiumnique Qui était déjà fort. avéré, ou alors c'est par Non, ça pas qu'elle a du été tout. révélée? Il a découvert D'accord. à l'occasion de ses expériences. Et donc, après cette sorte de Ouija improvisé, eh Oui, bien, il a subi le phénomène de l'incorporation à la demande d'un esprit, justement au travers de cette boîte d'allumettes. Et puis, et puis de l'incorporation, il a continué vers l'écriture intuitive, l'écriture automatique. Et en fait, il ne le savait pas préalablement, mais il avait un potentiel médiumnique très fort, faisant que de nombreuses possibilités sont passées par lui. Alors, quant au dialogue avec l'au-delà, après, il a fallu un certain temps pour que les messages aient une certaine consistance. Il a oui. fallu aussi le temps pour nous de nous rendre compte qu'il y a des esprits perturbateurs, des esprits qui se font passer pour d'autres, donc des usurpateurs, et il nous a fallu une bonne année de tâtonnement avec des esprits qui usurpaient l'identité d'autres esprits, etc., pour enfin trouver nos marques et puis avoir une pratique un peu plus rigoureuse. Et c'est là que nous avons, vous parliez d'Alan Kardec, là, nous avons découvert en même temps à la lecture des ouvrages qui avaient presque un siècle et demi, eh bien, ce qui nous arrivait réellement, notamment avec le livre des médiums, on a pu mieux Oui, comprendre ce qu'étaient les difficultés de la médiumnité, l'intervention éventuelle d'esprits dans le trouble, de mauvais esprits, donc de messages qui peuvent n'avoir vraiment aucune signification. Et donc, avec le temps, nous avons découvert les difficultés de la médiumnité. Et puis, Michel a continué donc à faire des séances spirites, qu'il oui. s'agisse de Ouija, d'écriture, d'incorporation, et pendant Est-ce 35 que, ans. à ce niveau-là, est-ce que c'était exclusivement Michel qui finalement allait explorer son côté médiumnique, ou est-ce que vous avez eu Alors, l'occasion c'est d'aller le découvrir oui, aussi? oui. Alors, c'est surtout lui dans les premières années, parce qu'il a eu cette chance finalement d'être pratiquement un médium accompli sans avoir eu besoin de développer ses Oui, médiumnités. Et la plupart du temps, il faut un développement qui va durer 1 an, 2 ans, voire plus. Et cependant, dans les premières années, euh, d'autres personnes ont commencé à développer la clairvoyance, la peinture médiumnique, et puis donc autour voilà, de vous par rapport à ce que dans vous le groupe aviez qui se fondé, ouais, oui. constituait progressivement à Nancy, eh bien, des personnes étaient invitées par des esprits, donc au travers de Michel, à développer telle ou telle faculté. Mais ce qui D'accord. était quand même beaucoup plus long à développer que pour Michel ou chez lui. Il n'y a pas eu réellement de développement. C'est arrivé très vite, en tout cas au niveau du phénomène. Alors justement, ce que vous avez particulièrement mis en place et codifié avec, le cercle Spirit, c'est justement ce fait de se retrouver en groupe, à plusieurs, donc finalement en quelque sorte en égrégore physique autour d'un médium pour pratiquer, et avec un côté où, finalement le cheminement et les pratiques sont revenus à de manière très codifiée, peut-être un peu par ce qui a été mis en place et développé dans les écrits d'Alan Kardec, pour justement accompagner les gens sur ce parcours et pas forcément tomber face aux mêmes écueils que vous avez connus. Donc, vous parliez
d'esprits qui peut-être ne sont pas forcément bienveillants ou qui farceurs ou qui se font. Comment est-ce que vous, au départ, comment est-ce que vous avez fait le tri? Comment est-ce que vous avez pu vous rendre compte de ces choses-là et finalement savoir à qui réellement vous vous adressiez, etc. On est arrivé à un moment en 1976 avec un nouveau groupe de personnes plus sérieux que le petit groupe que nous avions au tout début. Mmh. Et on s'est rendu compte, alors là, rétrospectivement, en fait, que avec un groupe plus sérieux, les esprits Mmh. ont plus de facilité à venir s'exprimer dans des messages philosophiques plus spirituels et D'accord. d'un apport plus intéressant. C'est ce qui Ce s'est qui était passé. votre recherche à la base, hein, d'ailleurs, Oui, en tout oui, cas. oui, Ouais. tout à fait. Mais ce qui a été le cas à partir de 1976, où là, on a eu des esprits qui sont venus régulièrement pour développer un certain nombre de sujets. Et au-delà des sujets philosophiques qui rappelaient les grands principes de la philosophie spirit, avec quelques aspects plus actuels, plus actualisés sur les problèmes de société du moment, eh bien, il y a eu aussi un développement plus particulier voulu par les esprits dans le domaine des thérapies spirites et Oui, des soins que l'on peut apporter, que les esprits peuvent préconiser. Alors, ça nous a amené au développement du magnétisme, où des esprits ont désigné des personnes qui avaient cette capacité magnétique, où les esprits ont indiqué des soins particuliers pour telle ou telle pathologie. Et il y a eu déjà au point de départ une nouvelle définition des maladies, en quelque sorte, où les esprits ont beaucoup insisté sur l'aspect psychosomatique et même spirituel de d'accord. l'origine des maladies. Oui, Psychosomatique, c'est quelque chose de bien connu dans d'autres mondes. Spirituel, ça signifie que certaines pathologies peuvent être le résultat de problèmes de vie antérieure et de difficultés au moment de la réincarnation, ce qui a pu être le prélude à une maladie future ou à un handicap, voire de naissance. Donc, tout cela a été développé par quelques esprits médecins euh, oui, qui se sont manifestés régulièrement au travers de Michel et qui ont même, au niveau de la pratique, eh bien, réalisé des opérations, ce qu'on a appelé à une époque opération chirurgie à main nue, oui. notamment développée chez les Brésiliens ou les Philippins. Et eh bien, il s'est avéré qu'il y a eu des pratiques un peu similaires à cela au travers de Michel, avec certaines matérialisations extraites du corps du patient. Bon, où là, il y a eu tout un aspect, alors autant théorique que pratique, sur une nouvelle conception de la maladie. Alors, justement, par rapport à ces éléments-là, alors on va revenir sur ces différents points. Par rapport à, ceux qui, nous rejoindraient et qui peut-être n'ont pas encore, vraiment connaissance ou qui peut-être découvrent même, ces différents points. Certains sont peut-être plus cartésiens que d'autres dans l'audience. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire par rapport à justement, l'existence possible de ce lien entre notre plan d'existence et ce plan d'existence et justement ce fil sur la nature réelle quelque part, ou en tout cas telle que vous l'apercevez maintenant, en matière de ce qu'est réellement la vie, l'existence humaine. Oui, ouais, bah ça pose le problème, l'éternel problème entre matérialisme et spiritualisme. Et du point de vue spirit, nous avons quand même un certain nombre de choses à apporter, et ce, Alan Kardec l'avait déjà démontré de son temps, c'est qu'il y a des faits objectifs observables au travers de Mmh. la médiumnité. Alors, cela a quand même été étudié autant à la fin du 19e siècle qu'au début du 20e par de nombreux Est-ce personnages qu'il de ju science.
Est-ce qu'il est justement possible de donner voilà. quelques exemples pour Des avoir une noms idée qui plus n'étaient pas précise? connus à l'époque, mais qui le sont aujourd'hui, que ce soit Thomas Edison, Pierre et Marie Curie, qui ont assisté à un certain nombre de séances spirites, Camille Flammarion, notre grand astronome français, qui assistait à des séances d'ectoplasmie, de matérialisation notamment. Donc, énormément de personnages de France et d'ailleurs Mmh. d'Europe, des États-Unis, qui ont étudié ces phénomènes et qui, pour la plupart, ont attesté de la réalité de ces phénomènes. Alors après, la différence euh, entre eux, c'est que certains, comme Pierre et Marie Curie, donc, ont attesté formellement de l'existence de phénomènes ectoplasmiques, donc de matérialisation. Oui. Et puis, parmi les scientifiques, alors certains ont affirmé qu'il s'agissait effectivement de la manifestation des esprits, qu'il n'y avait pas d'autre explication. Ça a été par exemple ce que disait William Crookes en Angleterre. Et d'autres ont dit qu'il s'agissait d'une force particulière, inhérente au médium, et que peut-être qu'il était possible finalement d'obtenir des phénomènes paranormaux sans faire appel à l'existence de l'au-delà. Mais en toute Christelle, réflexion, Christelle nous demande, juste, petite parenthèse, nous demande ce qui, donc elle a l'air de ne pas connaître forcément le terme ectoplasmie. Est-ce que oui. c'est possible de le définir pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, oui, oui, bien entendu, oui. L'ectoplasmie et l'ectoplasme est une substance particulière. Je crois que c'est Charles Richer qui avait inventé le mot, mais une sorte de substance, d'abord un peu comme de la vapeur, comme un nuage, et puis qui se durcit, qui s'extrait du corps du médium. Alors, c'était souvent par le nez, par la bouche, voire par le plexus, où D'accord. cette substance prenait forme, une substance blanchâtre, disait-on, qui prenait forme à l'extérieur du médium et qui pouvait se transformer en un visage, par exemple. Ça a été bon, le cas où il y a bon, un certain nombre de photos de l'époque, c'était au début de la photographie, et on retrouve donc des visages dans une forme fibreuse, blanchâtre, qui peuvent être tout petits d'ailleurs, ne pas du tout avoir la taille normale. Et puis l'ectoplasmie arrivée à sa totale définition, ça a pu être l'apparition totale, c'est-à-dire la formation avec cette substance d'un visage et puis ensuite d'un corps tout entier, donc d'un personnage, disait-on, matérialisé, et que l'on Oui, parce pouvait que toucher, qui avait une substance matérielle, on disait visible et palpable. Pendant cette effectivement, notion. on va dire les formes de communication développées entre nos deux plans d'existence peuvent être divers, peuvent être de manière auditive perçues uniquement par le Oui. médium, voire perçues Ouais. par tous ceux qui sont présents, également de manière visuelle et parfois même par matérialisation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment différents niveaux d'intervention et d'échange possibles. Oui, mais là, ces séances-là ont été voulues par les esprits, en fait, pour apporter la preuve définitive à tous les scientifiques qui assistaient à ce type de séance à l'époque, et que là, il n'y avait plus de doute possible déjà quant au phénomène. Et puis, lorsque un ectoplasme totalement matérialisé, eh bien, était la forme d'un corps humain et qui pouvait là s'exprimer, le visage avait une expression et même converser avec le public. Là, on avait vraiment la manifestation
fantomatique d'un décédé qui avait sa personnalité, qui pouvait répondre à des questions et qui, dans ces phénomènes tout à fait exceptionnels, eh bien, ont pu s'exprimer, échanger avec l'assistance. Et ça a été particulièrement effectif avec William Crookes en Angleterre, avec sa médium Florence Cook, et un esprit qui s'identifiait sous le nom de Katie King, eh bien, arrivait à converser avec les assistants. Et c'est à partir de là que William Crookes et plusieurs autres scientifiques ont eu la certitude eh bien, qu'il s'agissait bien d'un esprit, d'un décédé qui se manifestait de cette façon-là. Tout cela Est-ce que, a beaucoup du apporté au coup, niveau de la science, en fait. est-ce que de nos jours, est-ce qu'il y a eu des recherches, des expérimentations et de nouvelles preuves à ce niveau-là, ou est-ce que finalement c'est resté à Bon, cette époque-là? c'est des manifestations qui sont devenues beaucoup plus rares, qui Ouais. existent encore à certains endroits, mais nous ne les avons pas rencontrées, parce que c'est une médiumnité aussi particulière. Il faut que le médium ait le potentiel suffisant pour ce type d'énergie, pour ce type de Euh, manifestation. Et donc, il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait moins de médiums ectoplasmiques qu'il y en a eu par le passé, ou que peut-être les esprits souhaitent se manifester autrement, ayant fait à une certaine époque la démonstration de cette possibilité. Les esprits, en tout cas ceux qui se manifestent à nous, cherchent davantage à nous percuter sur le plan philosophique, sur le plan de oui. la réflexion et sur l'avancement de notre humanité, sur ce que le spiritisme pourrait apporter à l'humanité s'il était un peu mieux connu. Est-ce Donc là, que on a justement vous dépassé le avez, sens du phénomène, le phénomène. Là. est-ce que justement vous avez à ce niveau-là, des interlocuteurs privilégiés, réguliers qui justement viennent, on va dire quelque part sur le long terme, régulièrement vous rendre visite et avec qui vous avez des échanges plus approfondis? Ou est-ce que finalement différentes entités se succèdent, chacune apportant à leur façon leur part? Et il y a ceux qu'on appelle les guides de notre cercle, et parmi lesquels, et depuis le début, Alan Kardec et Gabriel Delanne, qui ont fait partie donc, des fondateurs du spiritisme et qui se sont manifestés régulièrement à nous, qui ont souhaité depuis leur au-delà poursuivre en quelque sorte l'œuvre qu'ils ont eue de leur vivant. Et donc, ils cherchent au travers de notre cercle et d'autres sans doute, eh bien, à perpétuer ce qu'ils avaient annoncé il y a plus d'un siècle pour que leur travail soit un peu plus connu, n'ayant pas eu pour leur part la nécessité de se réincarner rapidement. Donc, ça Oui. fait partie des esprits qui sont restés par rapport à notre temps terrestre, durablement dans l'au-delà et qui ont certaines missions qu'ils se donnent aussi bien dans l'au-delà par rapport à l'aide à des esprits que par rapport aux vivants, c'est-à-dire aux spirites qui continuent de communiquer avec eux. Alors en termes justement de sujets philosophiques et d'évolution globale de l'humanité, quels sont finalement les thèmes, qui leur sont chers dans vos échanges? Ce sont les thèmes de l'humanisme bon, qui sont déjà inscrits dans le livre des esprits d'Alan Kardec. Oui, C'est tout ce qui concerne la morale, finalement, la morale et puis l'éthique d'un niveau plus général, niveau de la société. Et ce sont bon, les grands thèmes de la liberté, de la justice, de l'égalité, et puis de la responsabilité. Parce que en spiritisme, on va considérer qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme. Ce sont les humains qui déterminent l'avenir de leur planète et que rien, il n'y a pas la moindre prédestination, comme on l'a souvent pensé oui. dans plusieurs théories spiritualistes. Non, il n'y a que ce qu'Alan Kardec appelait le libre arbitre,
On peut parler aussi de liberté. Il y a toujours un certain sens des responsabilités. Il y a le bien et le mal. Et il faut donc chercher à mettre en valeur toutes ces vertus qui ont été soulignées par tous les philosophes. Bon, là, on n'a rien inventé, si vous voulez, mais il peut y avoir, bon, il y a tout un travail de réflexion à faire sur l'évolution de nos sociétés. Chacune et chacun est capable de faire la différence entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine. Bon, ce sont des choses qui paraissent toutes simples là, mais le spiritisme revient sur ces valeurs-là et en soulignant, comme le faisait déjà Alain Kardec à son époque, que on retrouve finalement les valeurs originelles du christianisme, c'est-à-dire Oui. les simples paroles de Jésus, les quelques phrases qu'on a pu retenir, et puis que bon, ben, le sens de l'évolution va se situer là. Apprenez à vivre ensemble, apprenez à vous aimer. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le propre que du christianisme, mais qui est finalement, si on regarde bien, commun au socle commun de beaucoup de religions et même de pensées philosophiques. Voilà, tout à fait, absolument. Hein. Donc c'est là, on n'invente rien, sauf que quand on se rapproche du christianisme originel, on tient à bien se différencier de toutes les formes religieuses avec leurs rituels et puis tous les dogmes qui ont été inventés et que tous les dogmes de l'Église, par exemple, n'ont été inventés que par des humains et n'ont rien à voir avec la pensée des esprits, avec la réalité de l'au-delà. Donc, nous écartons tous ces dogmes. Et puis, certains trouvent ça étrange parfois, mais on peut avoir quand même la prétention de parler de Dieu sans appartenir à une religion. Hein, Mhm. on dit parfois, mais vous parlez de Dieu, donc vous êtes catholique, alors vous êtes... Eh bien non, non, on est obligé de signifier quand même aux gens que certains philosophes ont parlé de Dieu sans se référer à une religion. Bien Hein. sûr. Il y avait le Dieu de Voltaire et puis il y a le Dieu des spirites qui n'a absolument rien à voir avec la dogmatique religieuse, ni catholique ni autre. Alors, donc, il y a eu plusieurs ouvrages que vous-même avez écrits et d'autres membres du cercle, Oui. etc. Donc, justement, par rapport aux premiers écrits d'Alan Kardec, euh, donc, est-ce que finalement, les choses ont évolué dans le regard sur la société, sur la vie, etc. Est-ce que vous sentez une évolution et quelque part, est-ce que le message des guides et des défunts est identique ou est-ce que il vit avec son temps, avec l'évolution de la société actuelle finalement? Les fondements de la philosophie spirit restent identiques d'une époque à une autre, mais il y a eu de nécessaires actualisations en fonction de l'évolution des sciences et des sociétés. Et en particulier concernant l'évolution des sociétés, il y a ce que nous appelons aujourd'hui les questions sociétales de l'IVG, de l'euthanasie, du Qui sont suicide, très présentes de en ce moment dans l'actualité, oui, l'homosexualité bien sûr. dont on ne parlait pas il y a plus d'un siècle. Alors, toutes ces questions-là, évidemment, ont fait l'objet de messages des esprits d'aujourd'hui qui viennent compléter ce qui était dit au XIXe siècle ou qui viennent même apporter quelque chose de nouveau. Si on parle d'homosexualité aujourd'hui et encore avec d'autres extensions LGBT, etc., bon, c'est évident que ces sujets-là n'avaient pas Mhm. été abordés Bien au sûr. XIXe siècle. Donc, il y a des données nouvelles et puis il y a une forme d'actualisation, ne serait-ce qu'avec l'évolution des sciences, de la biologie.
avec le clonage, par exemple, bon, bah, il y a des questions qu'on pose aux esprits qui n'étaient pas posées à l'époque. Donc, c'est une certaine forme d'actualisation, mais qui ne vient pas spécialement contredire ce qui avait été dit avant. Et sur ce Euh, point, notre cercle a édité oui. le livre de Karine Châtaignier, Le Nouveau Livre des Esprits, qui reprend toutes les thématiques du Livre des Esprits d'Alan Kardec, et puis qui vient apporter des compléments d'information à partir des questions que nous avons posées aux esprits depuis 45 ans. Est-ce que justement les échanges à ce niveau-là, est-ce que finalement ils sont euh, multiculturels puisque bon, bah, les défunts peuvent tout à fait être de différentes époques, voire de différentes cultures, de différentes religions, etc. Ou est-ce que finalement vous avez des contacts avec des défunts de différentes origines ainsi, ou est-ce que finalement ça reste relativement proche de notre culture ou de notre époque? En majorité, les esprits qui se manifestent ont fait partie de notre culture, mais il arrive que les esprits d'autres cultures puissent se manifester, mais ça donne plutôt l'impression qu'il y a une certaine homogénéité dans la pensée de l'au-delà, une fois que les esprits sont sortis de leurs troubles, ont découvert la réalité de l'au-delà. Il y a quelque chose de tout à fait universel, c'est-à-dire que quelle que soit l'appartenance culturelle que ces esprits ont eue, d'ailleurs, ils ont pu avoir des appartenances tout à fait différentes d'une vie à une autre. Il faut tenir compte de la réincarnation. Donc, une personne a pu vivre en Asie, en Amérique, en Afrique, sur des périodes de 3 ou 4 siècles, et puis donc avoir appartenu à différentes Bien sûr. cultures. Mais dans l'au-delà, eh bien, on retrouve des lois universelles qui, là, vont en général être en contradiction avec les différentes cultures. La véritable loi de la réincarnation, par Oui, exemple, oui. définie par les esprits, eh bien, sera quand même assez différente de la réincarnation sur le bouddhisme ou l'hindouisme. La survie de l'esprit et son évolution dans l'au-delà va être quelque chose de complètement différent de ce qu'on retrouve dans la religion catholique avec le ciel, le purgatoire et l'enfer. Donc, quelles que soient les notions religieuses, quelles que soient les cultures, l'au-delà, eh bien, est une donnée qui est la même pour tous et qui va apporter des principes, des principes eh bien, qui ne dépendent pas d'une culture ou d'une autre. Ces différences, est-ce que ce ne serait pas tout simplement le fait que ces choses perçues intuitivement par peut-être des gens qui Oui. avaient développé une manière de communiquer peut-être moins approfondie, du coup, on fait passer les informations qu'ils recevaient ou qu'ils percevaient intuitivement, peut-être par le filtre de leur culture, du contexte socioculturel dans lequel ils évoluaient C'est à l'époque, c'est j'imagine. tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On peut le voir, je crois, de tout temps. Des personnes ont eu l'intuition de certaines vérités, ont connu une forme de télépathie avec des esprits, et puis on retranscrit cela dans leur culture, effectivement. On l'a vu, par exemple, euh, en, en chrétienté ou en catholicisme, plus précisément, avec l'affaire des anges gardiens, les anges, les archanges, Oui, etc. oui. Bon, en fait, l'intuition de base était certainement très bonne, c'est-à-dire la notion d'un guide spirituel qui nous assiste, qui veille sur nous, et chaque individu a un guide personnel qui va le suivre Qui a un été lui-même certain temps. incarné? Comment? Qui a été lui-même Qui a incarné ou suivi, qui est qui a d'une été nature lui-même différente?
Oui, qui a eu d'accord. plusieurs vies et qui est arrivé à un certain niveau d'évolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre nous et le guide dans la mesure où il appartient au même cycle de vie. Il a connu des vies successives, est en général un peu plus évolué que son protégé. Et donc, c'est cette notion fondamentale et millénaire en fait du guide dont les gens ont eu l'intuition qui dans le système religieux, eh bien, s'est trouvé transformé, on lui a donné des ailes, euh, on a dit qu'il y avait un certain nombre d'anges ou d'archanges, etc. Et donc là, c'est une transformation humaine, mais qui part de quelque chose de juste. Il y a eu une véritable intuition du guide dans l'Antiquité, certainement, dans différentes cultures. Et puis, eh bien, chaque culture a arrangé ça un peu à sa façon. Et puis, bon, il y a les anges, il y a les djinns, selon les cultures. Est-ce que du coup, par rapport à la notion même de vie, d'incarnation et d'évolution, est-ce que, il y a quand même ce côté où dans les messages que vous recevez où, il y a cette notion de supériorité de la vie humaine par rapport à la vie animale ou à la vie, végétale et cetera? Ou est-ce que, finalement, dans le cycle des incarnations, on est tous passés par finalement, le côté minéral, végétal, animal ou que sais-je? Alors, la question est encore assez mal définie à l'époque du livre des esprits, en laissant plusieurs voies ouvertes. Mais pour notre part, et depuis qu'on a posé les premières questions sur ce sujet, bon, maintenant les choses sont claires dans la mesure où il n'y a pas, alors il n'y a pas un monde qui serait supérieur à un autre entre les humains, les animaux et le reste de la nature, mais qu'il n'y a pas non plus d'interpénétration des règnes, il n'y a pas de métampsychose, D'accord, on ne passe pas par la filière animale pour un jour se réincarner en humain ou vice-versa. Et qu'il y a en fait un monde animal qui vit le processus de réincarnation, tout comme nous, et où où a priori chaque espèce reste et se réincarne dans son espèce, mais l'esprit animal ne deviendra jamais esprit humain et que l'humain suit sa propre filière de réincarnation, mais il faut inscrire ça en fait dans ce qu'on a appelé en spiritisme la pluralité du monde habité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Terre qui soit habitée dans l'univers et que on ne se réincarne pas uniquement sur Terre, mais qu'avant la Terre, nous avons vécu quelques vies, quelques premières vies sur des mondes inférieurs à la Terre, sur des mondes très primitifs. Au moment où nous avons été créés, chaque esprit a été créé par Dieu, donc nous avons tous eu un commencement, et que par une loi naturelle, eh bien, nous sommes tombés dans la matière en quelque sorte pour nous incarner sur un monde primitif, et plus tard, nous nous sommes réincarnés sur Terre pour accomplir un certain nombre de vies. Et puis nous serons appelés plus tard à aller vivre sur un monde supérieur à la Terre pour continuer notre évolution. Donc faut surtout tenir compte de cela pour voir la différence qu'il peut y avoir entre les règnes, en quelque sorte, mmh. bon, et qu'il en est de même d'ailleurs pour les animaux qui suivent ce même processus. Et les esprits ont bien précisé que les humains n'ont rien de supérieur aux animaux, ils sont simplement différents. On ne procède pas du même type de spiritualité qui pour nous est beaucoup plus réflexive, pour l'animal plus intuitive, mais ce qui n'empêche qu'il y a chez les animaux le sentiment, la notion d'amour qui peut exister de la même façon que pour nous. Et après, eh bien, bon, on fera des différences beaucoup plus difficiles à faire quand on va arriver sur le végétal ou le minéral, où là, il y a une certaine forme de spiritualité globale, hein, où il n'y a plus Ouais, d'individualité. d'accord. Est-ce que,
Comment est-ce que comment est-ce que c'est perçu? Quels sont les messages que vous avez reçus concernant le fait justement de cette on entend beaucoup parler actuellement d'une sorte d'amour universel, d'acceptation, quels que soient finalement, les actes du vivant de la personne. Comment est-ce que ça cohabite avec la notion même de bien et de mal, en fait? Hem, Là, on entre dans la dans une philosophie finalement, hein. Oui, là, il faut revenir justement à l'évolution réincarnationniste qui nous fait comprendre que les premières vies que nous avons eues sur Terre et même avant sur un monde inférieur correspondent à un état où notre intelligence n'était pas encore développée, où le sens moral n'était pas développé non plus, et que les premières vies sur des mondes primitifs, c'est plus des vies d'agressivité, de méfiance, d'instinct, ce sont plutôt les instincts qui parlent à ce moment-là, ce que Oui, l'on peut voir encore en partie sur notre Terre, qui reste un monde assez peu évolué. Donc, sortir de l'instinct pour progressivement apprendre à découvrir les autres, pour progressivement avoir le sentiment et l'amour du prochain, bon, ce ne sont pas des choses innées dès les premières vies d'un esprit. Il faut donc en quelque sorte que l'esprit se dégrossisse dans ses premières oui, vies oui. et qu'il apprenne à se reconnaître et à reconnaître ses congénères, et puis plus tard qu'il apprenne à les aimer. Euh, donc là, on est dans un processus faisant que certains esprits, et même encore sur Terre aujourd'hui, n'ont jamais eu de véritable notion de bien, de sentiment et d'amour, et en sont encore à un stade plutôt instinctif qui va se traduire par l'instinct de domination, l'instinct guerrier, la pulsion de mort, etc. Ce que l'on peut voir, que ce soit chez quelques individus comme ça isolés, ce que l'on peut voir aussi politiquement quand un pays agresse un autre pays. On va retrouver aussi là, au niveau collectif, hein, cette forme d'instinct chez un personnage ou un autre. Est-ce que du coup, l'accompagnement spirit et notamment les soins en termes, de magnétisme et autres, donc est-ce que, ils travaillent exclusivement sur le côté, physique et également sur une certaine, déroute, sur certains blocages au niveau spirituel, voire énergétique sur d'autres plans? Oui, ce sera plutôt sur un plan psychologique ou spirituel. C'est sur ce plan-là, en tout cas, que les esprits nous ont dirigés, même s'ils donnent des solutions. Par exemple, pour être concret, je vais prendre l'exemple de passes magnétiques qui ont été données, alors notamment pour euh, pour des personnes perturbées psychologiquement qui ont besoin de se retrouver. Bon, la passe magnétique pourrait être une aide plus physique, plus énergétique, mais qu'il faudra en même temps Oui. travailler sur l'état de dépression et d'une façon psychologique par la conversation et peut-être à la façon d'un psychologue. Donc il faut les deux. Il peut y avoir un apport énergétique au niveau du magnétisme, au niveau de certains soins particuliers, au niveau de ce que les esprits parfois ont pu apporter dans ce dont je parlais tout à l'heure, de opérations, chirurgie à main nue, etc. Là, il y a un apport énergétique tout à fait évident. Et puis, en Mmh. même temps, il faut travailler sur la psychologie du patient parce que si la psychologie ne change pas au fil des soins, eh bien, il y aura forcément risque de rechute et de retomber sur la même maladie. Bien sûr. Est-ce que, au final, aussi bien en termes médiumniques qu'en termes de soins, est-ce que tout le monde a en lui les capacités de mettre ça à profit? Ou est-ce que, comme, alors vous signalez que
certains esprits avaient signalé dans l'assistance des personnes Ouais, qui ouais. pouvaient. Est-ce que c'est tout simplement qu'elles avaient déjà développé en elles des capacités déjà et que tout simplement les autres n'avaient pas encore développé ce côté-là, ou est-ce que certaines personnes ont cette possibilité et d'autres non? Il y a des possibilités très diverses, mais tout le monde n'a pas toutes les capacités en même temps. Au niveau du magnétisme, par exemple, là, bon, ce qui est complètement hors médiumnité, c'est Oui, oui, une forme d'énergie. Bon, on se rend compte qu'il doit y avoir probablement une bonne moitié de la population qui a cette énergie et tout de même, qui, oui. même sans le savoir, enfin là, bon, je ne m'avance pas trop sur les proportions et les chiffres. Et puis, concernant les médiumnités, on s'est rendu compte que, d'une part, tout le monde n'est pas médium, mais que chez ceux qui le sont, il y a des capacités diverses. Certaines personnes auront plus de possibilités de développer une forme d'écriture intuitive, voire écriture automatique, d'autres une médiumnité artistique, peinture, sculpture ou musique. Donc ça dépend vraiment des facultés latentes de chacun. Et puis d'autres plus rares, eh bien, auront des possibilités de médiumnité plus physiques, comme l'incorporation, qu'on a vu chez Michel et puis chez Karine également, plus physique encore s'il s'agit de l'ectoplasmie. Alors là, ce sont des propriétés très particulières et ce sont donc des médiumnités beaucoup plus rares. Donc, vous, avec Michel, vous l'avez finalement développé de manière, en tout cas au départ, très intuitive. Donc, pour ceux qui maintenant voudraient en savoir plus, aller développer ça, donc, on parlait tout à l'heure du cercle Alan Kardec de Nancy, mais finalement, il y en a plusieurs. Alors, par le biais de la revue Le Journal Spirit Oui, et oui. par globalement le cercle et par le site spiritisme.com, il y a plusieurs possibilités maintenant de quelque part commencer à faire son cheminement pour aller vers l'invisible à ce niveau-là. Alors, nous, on se réfère non seulement au message qu'on a reçu des esprits, mais aussi à l'œuvre d'Alan Kardec, en particulier son livre des médiums, pour dire finalement, comme il le disait de son temps, qu'il est préférable que les gens se tournent vers un groupe spirit déjà existant plutôt que d'essayer de communiquer tout seul avec les esprits, dans la mesure où cela représente certains dangers. Alors, se rapprocher d'un groupe, ça permet d'être pris en charge à terme s'il y a quelque chose à développer. Et puis, Alan Kardec insistait surtout sur le fait que les gens feraient mieux, dans un premier temps, de découvrir la philosophie spirit euh, afin de savoir ce qu'est réellement l'au-delà, de savoir ce qu'est un esprit dans le trouble, ce qu'est un mauvais esprit qui peut être dangereux pour des gens qui expérimentent, et il vaut mieux avoir une très bonne connaissance de l'ensemble du spiritisme avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et il préconisait ensuite, puisque des groupes existaient déjà en son temps, eh bien que les gens intéressés se tournent vers ces groupes-là. Et c'est la formule qui fonctionnait bien en ce temps-là, qui a été un peu oubliée pendant un siècle et demi. Mais nous, à notre tour, nous avons préconisé cette méthode-là depuis les années 70, dans la mesure où nous avons constaté aussi, pour notre part, que l'on pouvait, comme je vous le disais au début, on peut être victime de la supercherie de certains esprits, et puis que parfois on peut même être victime d'obsession, c'est-à-dire d'un esprit mal intentionné qui se rapproche du médium en herbe là, et puis qui ne veut plus le quitter, qui va devenir donc obsessionnel, qui va essayer de
penser à sa place, ou du moins de lui faire penser des choses qui iront dans le mauvais sens, qui vont essayer de le téléguider vers sa perte. Donc ce sont des choses, certes assez rares, mais qui peuvent exister. C'est pour ça que, bon, par prévention, nous dirons aux gens, évitez de vous engager sur la voie de la médiumnité. N'allez pas commencer à faire de l'écriture automatique tout seul. Soyez plutôt accompagné. Ah oui, Et même à ce niveau, oui, c'est pas simplement le fait d'aller chercher sur l'incorporation ou des choses comme ça qui peuvent être peut-être plus risquées, mais même dès ah bah ces oui, premiers prémices, il faut être vigilant. oui, bon, il n'y a aucun risque, par exemple, à faire de la télépathie, hein, puisque là, c'est une relation entre humains. Certaines formes de clairvoyance, bon, qui ne seront guère risquées. Le risque commence au moment où peut s'établir une communication avec l'au-delà. Hein. Alors, il y a des tas de facultés psychiques, hein, qu'il s'agisse du magnétisme, de la radiesthésie ou autre, tout ça, bon, où on est dans une relation avec l'humain, on est d'humain à humain. Oui, Mais le vrai risque, c'est quand on est en relation d'humain à un esprit désincarné. Et c'est là qu'il peut y avoir quelques risques ici et là, des risques d'ailleurs qui ont été très bien montrés au cinéma, alors parfois avec pas mal d'exagération, enfin, oui, des films oui, comme Amityville et autres, bon, où là, ça part quand même souvent d'histoires vraies, où des d'accord. personnes se sont trouvées obsédées par un esprit, par un fantôme, par un esprit qui ne voulait plus s'en aller, etc. Et puis évidemment, ça a donné lieu à des films encore plus fantastiques que la réalité, bien que parfois c'est assez proche de la réalité. Bon. Mais on peut se demander justement s'il n'y a pas quelque part une sorte de perception dans l'inconscient collectif qui finalement nourrit la création, y compris en termes d'auteurs de livres, de romans, de scénaristes, etc., qui finalement vont puiser dans quelque chose qui est peut-être Oui. préexistant, perçu intuitivement et qui viennent nourrir leur imaginaire. Oui, on est tout à fait certain que certains artistes, certains écrivains, voire cinéastes, etc., ont été inspirés. L'inspiration est quelque chose qui existe de façon universelle, et puis on va apporter une autre notion qui va aller dans ce sens, c'est que pendant notre sommeil, il nous arrive de faire quelques incursions dans l'au-delà, où l'esprit se dégage du corps, ce qu'on D'accord. appelle dédoublement ou décorporation, c'est même une nécessité vitale d'ailleurs, nous permettant de franchir un peu les frontières de l'au-delà, de nous retremper dans un milieu spirituel, et là, éventuellement, eh bien, d'obtenir des conseils, des informations et des choses qui pourront, disons, qui vont ensuite, au moment du réveil, imprégner notre inconscient et que cela pourra ressortir sous une forme créative, hein, que ce soit artistique, littéraire ou autre. Donc, il y a forcément, grâce à cela, toujours des moments d'inspiration qui peuvent avoir pour source les rencontres qu'on a pendant notre sommeil. Alors, en fonction des cultures, en fonction des époques, et cetera, il y a eu des différents degrés de lien à la spiritualité, différentes interprétations. Globalement, est-ce que, alors il y a eu également avec, l'avènement des progrès scientifiques, et cetera, un recul, peut voire même un rejet de la spiritualité vers lequel on revient petit à petit. Est-ce que globalement, on pourrait dire que l'humanité a progresser ou est-ce que finalement il y a une sorte de cycle? Est-ce qu'il y a quelque chose, qui se dégage un peu à ce niveau-là, pour nous mener Voilà. petit à petit vers la fin de l'interview? Oui. Bah, nous, on regrette surtout par rapport à cela que s'il y a un retour à la spiritualité aujourd'hui, après avoir Oui, passé tout un XXe siècle très matérialiste, bon, ce retour à la spiritualité n'est pas toujours du meilleur effet quand on regarde tout ce qui est intégriste, déjà, hein, si on parle que ce bien soit sûr. l'intégrisme musulman ou l'intégrisme des protestants évangélistes américains, etc. Bon, là, ce sont
des retours à la spiritualité, mais alors d'une très mauvaise manière. Alors, il y a une autre forme qui est celle du New Age, où là, on a revisité un petit peu les traditions religieuses ou ésotériques pour réinventer les anges. Les anges gardiens sont revenus à la mode, les anges des archanges, etc. C'est pas non plus du meilleur effet. Non, on pense qu'un vrai retour à la spiritualité devrait être un intérêt beaucoup plus fort pour le spiritisme parce que cela reste une philosophie à la fois hautement spirituelle, comme disent certains, et puis en même temps très rationnelle. Et qu'on a besoin de cette nouveauté, je crois que le spiritisme a apporté depuis 150 ans, c'est l'alliance entre le rationnel et puis la métaphysique et la vraie spiritualité, et qui provient directement de l'au-delà qui se manifeste aux humains. Et là, ce Oui. n'est plus une invention humaine comme en religion, mais là, c'est l'au-delà directement qui a apporté cette philosophie. Est-ce qu'il y a vraiment une vocation finalement de l'invisible d'être toujours en lien avec l'humanité, ou est-ce qu'il y a eu des périodes où finalement il y avait peu de contact entre les deux, on va dire un peu côté un peu spectateur de loin comme ça? Est-ce que c'est un besoin actuel par rapport à l'évolution planétaire d'avoir ce côté un peu plus interventionniste peut-être? Ça va dans le sens de l'évolution. Et pour prendre un exemple, là, je parlais tout à l'heure de la différence des planètes habitées, où il y a des mondes plus évolués que la Terre. Sur un monde plus évolué que la Terre, eh bien, la communication avec les esprits devient quelque chose de tout à fait courant et commun. C'est-à-dire qu'il y a une forme de transparence qui fait que les corps physiques sont déjà plus éthérés, et puis que la communication télépathique avec l'au-delà se fait tout à fait naturellement. Et ça, c'est ce que la Terre pourrait devenir à terme. Nous pourrions progressivement développer ces possibilités, et que d'ici quelques centaines d'années, si la planète parvient à survivre à ces problèmes d'aujourd'hui, eh bien, l'avenir, ce sera un contact de plus en plus fort, de plus en plus présent avec l'autre monde. Et donc, comme c'était évoqué au début de l'interview, pour l'instant, rien de déterminé à ce niveau-là, tout est encore dans nos Oui, mains. oui, oui, oui. L'humain est capable de tout, du meilleur comme du pire. Et il a aussi cette possibilité générale d'autodestruction qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, il faudra toujours lutter, que tous les humanistes, tous ceux qui croient réellement à quelque chose de juste et de vrai, eh bien, fassent le maximum pour que le pire n'arrive pas. Alors pour clôturer l'interview, moi j'ai une question fétiche qui peut-être, quelque part, nous ramène un peu sur cette bonne vieille terre, puisque donc j'ai un côté aussi photographe où je vais à la rencontre des gens Hum. dans un lieu qui est inspirant pour eux, et pour leurs projets et pour donc les prendre les photographier sur place. Et notamment, peut-être, certains lieux peuvent être plus connectés que d'autres, je ne sais pas. Vous, si on avait sur la Terre actuelle, ou peut-être même d'autres mondes imaginaires, ou que sais-je, si on avait à faire cet exercice de faire une séance photo, vous m'emmèneriez où? Je ne sais pas Au si ma niveau, question était très claire. du point de vue de la qualité du lieu, un lieu qui serait… Oui, un lieu qui pour vous serait inspirant à ce qui vous semble bon, selon votre interprétation. Ça peut être un lieu dans lequel vous êtes déjà rendu, un lieu que vous imaginez, un lieu qui peut-être vous auriez envie de vous rendre, que sais-je. Euh, les, les- Enfin, personnellement, le lieu le plus inspirant que je peux trouver, ce serait les montagnes des Highlands d'Écosse. D'accord. Là où peut-être loin de tout, dans une vie une nature tout à fait sauvage. Et certains spirites ont témoigné de cela. D'ailleurs, on a
on a l'impression qu'on serait presque en communion avec Dieu. Il y aurait quelque chose de plus fort sur des endroits comme ça. Alors, c'est peut-être un peu subjectif de la part de chacun, mais il y a des endroits comme ça, en particulier dans des régions montagneuses, où on peut ressentir quelque chose de plus fort et peut-être mieux réfléchir, mieux ressentir la divinité, tout simplement. D'accord. En lien finalement, finalement, quelque part, aller rechercher de nouveau le lien avec la nature aussi, quelque part, le côté un peu plus original et originel même, je dirais. Ah oui, ça, ça fait Voilà. partie de nos manques à tous, presque tous. On aurait besoin quand même de se retremper dans la nature beaucoup plus souvent, ce qui ferait beaucoup de bien à tout le monde, c'est sûr. Merci beaucoup pour ces beaux partages aujourd'hui, pour ce moment passé en notre compagnie. Et puis, donc, de votre côté, vous qui avez assisté peut-être à cette interview ou qui la regarderez en diffusion, bah, n'oubliez pas de changer la vie et d'impacter le monde à votre façon. Et quelque part, c'est bon de savoir aussi que quelque part, nous sommes accompagnés de manière aimante, bienveillante et parfois avec quelques petites suggestions de la part de cet autre plan de réalité. Eh bien, merci de m'avoir invité. C'était un très bon moment. Merci. Et très bonne journée. N'oubliez pas que si vous avez envie d'en savoir plus, vous retrouverez en commentaire de la vidéo ou que vous la consultiez le lien pour retrouver plus d'informations sur le Cercle Spirit, sur le site internet spiritisme.com et vous retrouverez plein d'informations sur les différents ouvrages et peut-être aussi les différents points de contact avec l'association Spiritisme. Merci beaucoup. Merci, au revoir.